L'inquiétude grandit autour de la croisière frappée par un foyer de hantavirus qui a déjà fait 3 morts ces derniers jours. Ce jeudi, un deuxième patient provenant du navire a été déclaré positif à cette maladie zoonotique, a signalé l'hôpital néerlandais dans lequel il a été admis. Plus tôt dans la journée, un autre établissement du pays a indiqué qu'un patient en provenance du MV Ondus avait également contracté le virus. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé a tenté de rassurer en affirmant qu'il ne s'agit pas du début d'une pandémie. L'OMS a précisé que cet épisode devrait rester limité si les mesures de santé publique sont appliquées. Dans le même temps, le croisiériste a confirmé que 30 personnes, dont le corps du premier passager décédé, avaient débarqué lors d'une escale à Sainte-Hélène le 24 avril dernier. L'OMS a de son côté informé les 12 pays dont les ressortissants sont descendus sur cette petite île britannique. 5 Français sont toujours à bord du MV Ondus, mais vont bien, ont-ils assuré. Pas de panique à bord, a écrit un couple originaire d'Indre-et-Loire dans un communiqué transmis à l'AFP. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le navire n'accostera pas aux Canaries mais mouillera au large de l'île espagnole avant l'évacuation des 147 passagers et des membres d'équipage, ont indiqué les autorités locales. L'administration Trump s'en prend une nouvelle fois aux Européens. Dans sa nouvelle stratégie d'antiterrorisme des États-Unis, publiée ce mercredi, elle qualifie le vieux continent d'incubateur de menaces terroristes avec 3 principaux risques sécuritaires: les cartels et gangs transnationaux, les organisations islamistes et les mouvements violents d'extrême gauche, y compris les anarchistes et les antifascistes. Washington estime que les frontières ouvertes du continent favorisent le développement de groupes hostiles organisés et de cultures étrangères, ce qui augmenterait selon le gouvernement américain la menace terroriste, et recommande à l'Europe de cesser ses idéaux mondialistes. Dans cette publication, l'administration Trump fait aussi part de son intention de poursuivre les opérations contre le trafic de drogue dans ce qu'elle désigne comme notre hémisphère, appellation qui rassemble l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Le document vante à la fois les frappes menées contre des embarcations accusées de transporter des stupéfiants et la spectaculaire capture de l'ancien dirigeant du Venezuela Nicolás Maduro en janvier dernier. Cette vision de l'antiterrorisme est alignée sur un autre document dont la publication avait fait grand bruit en décembre 2025, la fameuse stratégie de sécurité nationale. On pouvait également y trouver une critique très dure de l'Europe et de ses politiques d'immigration. Le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne ne sont pas parvenus à un accord sur la suppression des droits de douane de l'Union européenne sur les produits industriels américains, convenu dans le cadre de l'accord conclu l'été dernier en Écosse par le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ce revers intervient quelques jours seulement après que les États-Unis ont intensifié la pression sur les négociateurs européens en menaçant d'imposer des droits de douane de 25% sur les voitures européennes. Cette nouvelle taxe dépasserait le plafond de 15% pour les droits de douane américains sur les produits de l'Union européenne, fixé par l'accord de l'été dernier. Malgré l'échec de ces négociations, Chypre, qui assure en ce moment la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, a déclaré que les discussions avaient généré une dynamique positive. Un diplomate européen a de son côté déclaré que l'objectif de ces pourparlers était principalement de permettre aux 2 parties d'exposer leur position politique. Les négociations techniques se dérouleront selon lui à un stade ultérieur. Le Parlement européen exige des garanties solides dans l'accord Union européenne-États-Unis. Bien que les États membres ne les soutiennent pas toutes, ils s'accordent globalement sur la nécessité de protéger l'accord contre de futures menaces de Trump, comme celles concernant les voitures de l'Union européenne ou l'annexion du Groenland au début de cette année. Les négociateurs se préparent désormais à un nouveau cycle de discussion prévu le 19 mai. Une audience spéciale à l'initiative de Washington. Marco Rubio a été reçu au Vatican par Léon XIV ce jeudi, quelques heures seulement après que Donald Trump a lancé de nouvelles critiques à l'encontre du souverain pontife, l'accusant de mettre en danger les catholiques du monde entier en ne prenant pas position contre le programme nucléaire iranien. Une visite qui a tout d'une opération déminage pour Washington. Les attaques répétées du président américain contre Léon XIV ont scandalisé de nombreux électeurs catholiques américains. Du côté du Saint-Siège, cette rencontre doit permettre d'écouter les arguments des États-Unis et en particulier leur politique au Moyen-Orient. Mardi soir, Léon XIV confiait espérer que cette audience puisse permettre d'établir un climat de confiance et une bonne compréhension mutuelle avec Washington. Le conflit au Moyen-Orient a également été abordé par Marco Rubio avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, Pietro Parolin.
Le Vatican a déclaré ne vouloir faire aucune nouvelle proposition à Washington pour le moment, mais a rappelé que les conflits doivent être résolus par la négociation et non par la force. L'Europe entre dans une nouvelle phase pour sa défense, celle de l'accélération stratégique. Les experts soulignent qu'il faut mettre l'accent non seulement sur la technologie et les ressources, mais surtout sur la capacité d'adaptation rapide et sur la coopération entre les institutions. Lors du Salon de la Défense d'Athènes, il a été souligné que l'efficacité dépendait de la coordination entre l'OTAN et l'UE et de la préparation industrielle. It's no secret European investment and development is lagging behind US. But I don't think that's an issue because we are seeing increased spending by European countries. They really want to invest in defence innovation. And from a NATO Diana perspective, I see European ingenuity. I see great innovations in all of Europe. Every year we get better quality innovations from our innovators across Europe. So I think that is fantastic. But it's a shared learning, and that's why we like it so much in NATO Diana. We can learn from America and Canada, but they can also learn from Europe. Les experts insistent également sur la bureaucratie qui est un obstacle majeur à l'accélération indispensable de la production européenne en matière de défense. Key there is to make sure that our pace of innovation is not slowed down by bureaucratic constraints. So this is something really critically important, and we have a lot to learn from the Ukrainian experience, which has demonstrated a very strong ability to modernize and innovate. Η Ευρώπη επιχειρεί ένα δύσκολο άλμα επανεξοπλισμού μετά από δεκαετίες μειωμένων επενδύσεων στην άμυνα. Η προσπάθεια είναι να καλυφθεί γρήγορα το χαμένο έδαφος, ωστόσο η αμυντική βιομηχανία χρειάζεται χρόνο για να ανασυγκροτηθεί, όπως τόνισαν ειδικοί της βιομηχανίας καθώς και κρατικοί αξιωματούχοι στο συνέδριο της ΔΕΦΕΑ. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Mettre fin à la pauvreté dans l'UE d'ici 2050. Un projet ambitieux que la vice-présidente de la Commission européenne, Roxana Minzatou, a présenté à Euronews dans une interview exclusive. Cette intervention fait suite à la présentation par la Commission de sa toute première stratégie de lutte contre la pauvreté. Celle-ci vise à éradiquer l'extrême précarité et l'exclusion sociale dans les 25 prochaines années, grâce à des recommandations non contraignantes et des lignes directrices à l'intention des États membres. Une stratégie qui intervient dans un contexte alarmant, alors que près d'un Européen sur 5 est exposé au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. The numbers that I've presented to you, 93 million people in risk of poverty in Europe, can change dramatically because of the energy shocks that we see. And we just recently assess the impact of the energy crisis because of the Middle East crisis. We will see in a couple of months what it means, but it for sure creates additional burden on households, on the cost of living, on their bills. So this 93 million number could become higher in a few months or in a very short time. La stratégie anti-pauvreté de l'UE se concentre sur plusieurs aspects, allant de l'aide aux enfants défavorisés au développement des logements sociaux et abordables. Le renforcement de l'aide aux ménages et le soutien à l'emploi des chômeurs figurent également parmi les principaux objectifs de ce nouveau plan. Celui-ci ne s'accompagne cependant pas d'un budget spécifique pour sa mise en œuvre. La Commission estime en effet que l'UE consacre déjà des fonds importants à la lutte contre la pauvreté, dont les 100 milliards d'euros prévus à cet effet dans le prochain budget pluriannuel. Interviewée par Euronews, la commissaire européenne chargée de l'égalité Ajda Labib a présenté le bilan de mi-parcours de la stratégie de l'UE en matière de droits des personnes handicapées à l'horizon 2030. Alors qu'au moins 90 millions de personnes sont en situation de handicap dans l'UE, la commissaire a dit se concentrer sur 3 priorités: une meilleure inclusion sur le marché du travail, une plus grande autonomie et davantage d'accessibilité en général. We are launching a new EU alliance for independent living with budget also to support service-based communities instead of institutions, to be sure that persons with disabilities can live their own life independently. And it is about their dignity, their choice. La commissaire a évoqué le glissement du débat politique vers une approche centrée sur le rapport de force au détriment de la diversité et de l'inclusion et a déploré un recul de la lutte contre les discriminations de genre.
Yes, I'm concerned about because I'm Commissioner for Equality and we see a regression when it comes to gender equality and all kind of, discrimination is something that we need to combat because this is not the Europe we want to live in. Si la stratégie renforcée de l'UE vise à mettre davantage l'accent sur les résultats concrets sur le terrain, l'initiative a toutefois été critiquée par des associations de personnes handicapées à travers l'Europe qui accusent la Commission de ne pas aller assez loin. Selon Yanis Varoufakis, président du Forum européen des personnes handicapées, la stratégie contient les bons mots mais manque de mordant et de force. Le Portugal a atteint ce jeudi le jour dit du dépassement, le pays ayant déjà épuisé les ressources naturelles dont il dispose pour 2026. Cela signifie que l'humanité aurait besoin de 3 planètes pour subvenir à ses besoins, si tous les êtres humains vivaient comme un Portugais moyen. Selon les experts, ce déséquilibre environnemental est lié au modèle européen de production et de consommation, l'alimentation et les transports étant les principaux responsables. Ce résultat place le Portugal autour de la moyenne des États membres de l'UE, qui ont collectivement atteint leur jour du dépassement dimanche dernier. Le premier pays de l'Union à avoir épuisé ses ressources disponibles a été le Luxembourg le 17 février, tandis que le dernier devrait être la Hongrie le 24 juin. Quant à la France, elle a déjà atteint le jour du dépassement le 24 avril. À l'échelle mondiale, le pays qui a épuisé ses ressources le plus rapidement en 2026 est le Qatar, le 4 février. Et on estime que le dernier sera le Honduras le 27 novembre.